Bonjour et bienvenue aux entretiens d'Inkshaotseta à Bunus. Cette année, transition écologique, logement pour tous, un grand débat. Et pour en parler sur un aspect particulier, deux invités sur ce thème qui invite à l'innovation. Pour innover, on a besoin de connaissances, de formation, d'évoluer sur nos métiers. Et on va en parler avec Jean-Michel Mangeot, directeur du conseil scientifique et directeur de l'innovation de l'École supérieure des professions immobilières, l'ESPI, et Razi Hamadi, bonjour, Bonjour. Directeur du management des transitions urbaines. C'est ça, le MBA Voilà, le MBA Transition Management urbaine. des transitions urbaines. Voilà, au pôle universitaire de l'Institut Léonard de Vinci. C'est tout à fait ça. Et je précise aussi que sur ces grandes questions, tu proposes un livre tout récemment, 10 défis urbains pour la France de 2030. Ça va venir très très vite aux éditions L'Archipel. Mais première question pour ouvrir ce débat de la formation, c'est une question aussi des métiers, beaucoup de jeunes qui souhaitent faire un parcours professionnel dans ce domaine de l'immobilier. Comment vous abordez ça à l'ESPI sous cet angle de l'innovation des nouveaux métiers? Écoutez, merci François, c'est assez simple. De toute façon, l'immobilier est confronté depuis un peu moins de 10 ans à la 5e transformation, 5e révolution industrielle. C'est-à-dire que c'est le numérique. Tous les métiers de l'immobilier sont en train d'être transformés, qu'il s'agisse de la gestion, de la transaction, de la promotion, de l'aménagement. Tous sont en train de voir les conditions d'exercice se transformer. Donc pour une école qui forme des étudiants, quel est l'objectif? C'est bien sûr d'avoir un taux de placement à la sortie excellent. Bon, nous, il n'y a pas de problème, c'est entre 97 et 98%. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de former les étudiants à être capables de suivre les évolutions auxquelles ils vont être confrontés. C'est en gros une formation durable, c'est les amener à être durablement compétents et adaptés à leur métier. Ça, c'est le premier point. Le moins ambitieux, le plus ambitieux, c'est effectivement de faire d'eux des acteurs de cette transformation des métiers de l'immobilier, et c'est ce à quoi on essaie de s'employer. Voilà, c'est amener une grande transition pour ce secteur, et c'est la thématique de la formation que tu diriges. Tout à fait. Évidemment, je rejoins ce qui vient d'être dit par Jean-Michel, et pour ma part, je résumerai en 3 mots les impératifs en termes de formation aujourd'hui qui impactent l'ensemble des métiers de la ville, de l'aménagement à l'urbanisme, en passant par les professionnels de l'immobilier au sens large. Ces 3 mots, c'est la transversalité, l'approche de la complexité et les transitions, qui sont un processus dynamique. La transversalité, pourquoi? Parce qu'avant, on avait des très bons spécialistes de l'immobilier, de l'économie du bâtiment, des matériaux, du logement. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'y compris dans la démarche des pouvoirs publics, on est dans des appels à projets où on va demander à celui qui construit l'objet immobilier d'intégrer l'agro-urbanisme, d'intégrer les mobilités, d'intégrer la mixité sociale, la mixité d'usage, la mixité de fonctionnalité. Donc, on est obligé de comprendre un petit peu tout ce qui touche à toutes les fonctions de la ville sans diluer le savoir. Ça, c'est pour la transversalité. La complexité, c'est que les connaissances n'ont jamais été autant partagées et foisonnantes, ce qui fait qu'on peut aussi avoir un biais cognitif désavantageux pour celui qui veut faire avancer la ville, qui est de prendre toutes les mouches qui volent pour des idées. Et donc, on a tous les jours des innovations, tous les jours des nouvelles choses. Donc, il faut comprendre que les choses, ce n'est pas juste une bonne idée qui va résoudre tous les problèmes, c'est beaucoup plus complexe. Donc, saisir la complexité. La ville est un sujet complexe. Et donc, il faut comprendre cette complexité-là, comment se prennent les décisions. Et puis, pour finir, la transition, qui est un management qui est une organisation à la fois démocratique, participative, implicative, mobilisant les parties prenantes, avec un seuil d'acceptabilité. Et donc, ces 3 domaines-là doivent impacter l'ensemble des métiers aujourd'hui qui font les acteurs et qui portent les acteurs de la ville. Et je rejoins totalement Jean-Michel pour qu'ils puissent continuer par la suite de leur carrière à continuer à apprendre à apprendre. Alors, apprendre à apprendre, vous avez à l'ESPI développé un programme, une action justement pour ne pas confondre toutes ces mouches qui volent qui sont des innovations, au contraire, de faire le tri, d'étudier les modèles de ces entreprises. Vous avez une démarche de label. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la façon dont vous abordez cette dimension-là, c'est-à-dire s'y retrouver dans les innovations pour aller dans la bonne direction? Tout à fait. Alors, déjà, le premier principe, c'est
faire connaître les startups aux étudiants. Donc ça veut dire leur demander de venir pitcher. Évidemment, c'est nous qui les sélectionnons. De plus en plus, en fait, quand nous sommes nous-mêmes convaincus, on leur propose un partenariat entre l'ESPI et la startup. Qu'est-ce que ça leur permet? Ça leur permet non seulement de venir pitcher, mais de venir présenter les besoins qu'ils auraient en termes de job, soit job provisoire, soit job permanent, à la sortie, à nos étudiants. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, par définition, nous proposons comme principe que nous sommes agnostiques. On n'est pas en train de vendre une solution aux étudiants. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est les amener à essayer de comprendre la démarche et se dire « Ah mais oui, ce truc, c'est génial. Ça pourrait, dans mon métier, m'intéresser et changer la façon dont je travaille. » C'est ça l'objectif. C'est que l'étudiant se dise non pas ouais, ça a l'air d'être pas mal ce truc, ça pourrait servir, à se dire « Ah mais oui, mais bien sûr, ça va me servir et je vais pouvoir l'utiliser pour être meilleur dans mon job. » Parce que c'est là où on a commencé à créer le déclic avec l'étudiant. Alors par ailleurs, effectivement, oui, c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec le pôle Finance Innovation qui labellise un certain nombre de startups, de PropTech d'ailleurs, et donc ça veut dire que chaque fois, il y a un jury, les PropTech se réunissent devant un jury d'une dizaine de personnes, il y a un des membres du jury qui a un peu bossé avant, qui a fait un rapport sur la boîte avec ses forces, ses faiblesses, la façon dont elle se positionne, donner un avis favorable ou défavorable à la labellisation. Bon, généralement, comme généralement c'est nous qui les avons proposés, en règle générale, l'avis est favorable. Bon, enfin, il y a aussi des startups qui frappent à la porte toutes seules. Donc, parfois, il nous est déjà arrivé de refuser des labellisations pour des raisons diverses. Je veux dire, soit parce que le projet nous paraissait foireux, soit parce qu'effectivement, enfin, les conditions d'éthique n'étaient pas nécessairement toujours réunies. Enfin, voilà, on a quand même une question de barrage, et à partir de là, quand elles sont labellisées, elles rentrent dans le système pôle finance innovation, c'est-à-dire avec la possibilité de se présenter auprès d'un certain nombre d'investisseurs, soit institutionnels, soit particuliers semi-institutionnels, pour faire court en règle générale, de l'ancien cadre dirigeant de grandes entreprises qui continue à s'intéresser à l'innovation et qui se dit « Tiens, oui, c'est pas idiot, je pourrais mettre un peu d'argent là-dedans ». Merci. Et alors, du côté de ta formation, sur toute cette variété d'acteurs que tu fais intervenir, comment ça se passe pour avoir cette ligne transversale, mais cohérente, bien intelligible face aux enjeux? On a deux supports au sein du MBA Management des transitions urbaines qui ont pour ambition de mobiliser les connaissances acquises, les contenus partagés par les intervenants et la réalité de la vie. Ces deux supports, c'est un projet fil rouge. C'est à chaque fois la mise en situation tout au long de l'année avec un travail où les étudiants en groupe sont dans la peau d'une société d'économie mixte ou d'un promoteur ou d'un aménageur. Cette année, ils ont eu pour projet, ils ont donc présenté devant la direction, la directrice générale, les élus de la SEM de Montreuil, leur projet suite au cahier des charges qui est un cas d'école, la surélévation et le réaménagement du site industriel vertical de Mosinor, avec de la végétalisation. Et alors, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que Didier Mignery, qui a été le parrain du projet, qui est le fondateur d'UpFactor, a évidemment plaidé les vertus de la surélévation, mais derrière, il faut que le modèle économique y tourne. Il faut intégrer les enjeux énergétiques, les enjeux d'usage, les fonctionnalités du bâtiment. Donc, on a 4 groupes de travail qui planchent comme s'ils répondaient à un appel d'offres. L'année prochaine, on va faire la même chose avec, là, cette fois-ci, un parrain qui sera un grand groupe immobilier de la logistique qui est APRC Group sur la question de la logistique urbaine. Et puis, on a la thèse professionnelle où on essaie justement d'avoir une mobilisation des savoirs en fonction de problèmes concrets posés par les entreprises qui accueillent nos élèves. Donc là, 2 exemples très rapidement et pratiques. Un grand groupe d'aménagement sur la question du recyclage, justement sur les travaux publics.
Et donc, entre ce qui est dit, ce qui est écrit et la réalité de comment on arrive à le faire, eh ben, on a un élève qui s'y est frotté. Et puis, on a des élèves qui travaillent, par exemple, sur l'optimisation des réseaux. Il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de smart grid, mais la VRD, on en parle beaucoup moins. Et donc, il s'est rendu compte qu'on avait des gros trous dans la raquette. Et donc, avec une grande entreprise de VRD en France, il a créé un dispositif et un logiciel permettant de répondre à ces trous dans la raquette pour avoir un pilotage stratégique de l'aménagement en fonction de la VRD et de la VRD en fonction de l'aménagement. Merci pour ces exemples très concrets. Et un mot de conclusion peut-être, Jean-Michel Mongeau, sur les nouveaux objectifs que vous posez, et notamment peut-être aller vers un incubateur pour bien structurer cette démarche. Oui, alors effectivement, comme on a parlé tous les deux, on réfléchit effectivement avec un certain nombre de fédérations professionnelles à créer un incubateur. Quel serait l'avantage? Ça permettrait de créer un lieu où on retrouverait un certain nombre de startups intervenant directement dans les métiers dans lesquels travaillent les fédérations, et en même temps de mettre en contact les étudiants et les entreprises, en une sorte de fertilisation croisée, en plus des professeurs. Un autre point quand même, si j'ai 30 secondes. Si j'ai 30 secondes, pour conclure. Également, effectivement, ce qui est important, et je suis en total 150% en phase avec Radzi, mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est véritablement la fertilisation croisée des savoirs, c'est quelque chose de clé, et donc d'essayer d'ouvrir. Il ne s'agit pas seulement de former les étudiants à un métier, c'est aussi de les ouvrir à l'ensemble des autres métiers, et donc d'où la nécessité d'organiser régulièrement des sortes de conférences qu'on essaie de faire avec le conseil scientifique où on leur ouvre la vue en essayant de leur donner un grand angle sur les choses. Oui, je retiens cette expression, fertilisation des savoirs pour la formation et sur ces grands enjeux de l'immobilier et de la ville. À bientôt pour un prochain débat.